Nostradamus. Ce soir, c'est occupé sur Radio Campus, hein, avec mon gars ADH. C'est comment, Adax? Ouais, on est là, calme. Hein. Tranquille. Calme. Mon gars du Bronx. Ouais, les choses se passent, les choses se font, on te connaît. Ouais. Ah. En tout cas, nous avons un invité de Marc, hein, le futur. Yes. Benjamin Epps, comment ça va bien et vous les gars? Tranquille ou quoi? Bah ça va, je suis content d'être là. Ouais, nous aussi de même, une première sur l'île, première fois que tu viens sur l'île? C'est la première fois que je viens sur l'île, ouais. Okay, très belle ville, T'as visité l'architecture, un peu, non pas encore, mais juste après l'émission je vais faire un petit tour avant de prendre le train. Ok. Yes. Comment va? Écoute, ça va très bien, on a sorti le projet, Fantôme avec chauffeur, en collab avec le chroniqueur Sal. Ok. Donc on a de super bons retours, faut savoir que c'est un EP de 7 titres, on l'a sorti vendredi dernier. Ouais. Donc on est content, Les retours sont bons. Là, les retours sont hyper bons, on est content, c'est tout ce qu'on voulait en vérité. Ok. Bon, avant de parler sur ton projet, donc Benjamin Epps, donc yes. Ça fait déjà un petit moment que je rappe. Que t'es dans le rap jeu, hein. Ouais, exactement. Donc ton blaze avant c'était Kestat. En fait, Kestat c'est mon prénom. Ok. C'est mon prénom, j'avais opté pour la facilité, tu vois. Comme c'est pas un prénom commun, les autres s'appellent Simon, David, tu vois. Moi j'avais un prénom bien typique, tu vois. Ok. Et je l'ai gardé, mais à un moment, je trouve qu'il était peut-être pas très très attrayant, tu vois. Ouais. Je trouve que Benjamin Epps c'est un peu plus catchy. Et pour le coup, Benjamin Epps, c'est Benjamin parce que je suis le dernier de ma famille. Et Epps parce que c'est un diminutif de mon nom de famille, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Donc à l'époque tu étais en duo avec Cyanure. Avec Cyanure exactement, ouais. Donc ça durait combien de temps le duo et tout ça? Donc c'est ça que tout a commencé? C'est là que tout a commencé, effectivement. Le duo avec Cyanure, ça a duré 3 ans à peu près. Ok. Cyanure c'est un ami d'enfance, je peux le dire, on s'est rencontrés à Libreville. Ok. On a décidé de faire du rap ensemble parce que tous les deux étions fans de rap. Et du coup on a formé le duo Kestat et Cyanure. Et on a sorti un projet qui s'appelle On est tous les bestes en 2013. C'est tellement loin maintenant. Voilà, donc big up à Cyanure qui vit toujours à Libreville. Ok. Et qui continue de rapper. Donc il est toujours au Gabon. Ok, donc il est toujours dans le rap. Toujours dans le rap, toujours à faire son truc. Ouais. Donc, mais déjà à l'époque, hein, t'étais déjà aussi dans des clashs. Hein, dans des clashs avec Casbonne. Avec Casbonne, tout à fait. Mais je vois que t'as fait tes devoirs. J'ai fait mes devoirs, c'est important. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, tu sais, les embrouilles de quartier, Voilà, c'est loin tout ça aujourd'hui. Ouais, ça c'est réglé ? Ouais, c'est réglé, tout est réglé maintenant. Ok, tout est réglé, tout ça s'est mis à jour. On est content, tout est réglé, on est passé à autre chose. Ouais, c'est important. Ouais. Donc, Benjamin Epps, je te cache pas que moi ça fait quelques mois que je t'ai découvert. Ok. Donc, on m'a envoyé le lien, tout ça. J'ai écouté, je fais oh. Je dis c'est pas possible. Bah si, c'est possible, frérot. Adax, c'est possible, frérot. J'ai dit c'est pas possible. J'ai dit ah ouais, t'as remis les choses au goût du jour, hein. Ah merci. Ah ouais. Ça fait plaisir. Mais comment dirais-je, comment ça s'est fait? Ça s'est fait naturellement ou bien tu t'es dit bon là tout le monde fait un peu la même chose et tout ça? Il y a un peu des deux. Moi je reviens avec un peu plus d'authenticité. Il y a un peu des deux. En vérité, moi j'ai grandi avec ce rap là. Tu vois, mes frères mon frère aîné vivait ici à l'époque. Ok. Il vivait à Paris. Et enfin, quand je dis ici, donc pas à Lille, à Paris. Ouais. Et quand il est rentré au Gabon vers la fin des années 90, il est rentré avec plein de rap français, plein de rap américain. Et tu vois, ce sont mes premières influences, quoi. C'est le rap américain et français des années 90, on va dire de l'âge d'or du hip-hop en vérité. Tu vois, et vu que je suis jeune, j'ai aussi mes influences de jeune, c'est-à-dire trap, tu vois, le rap un peu plus le rap du sud des États-Unis. Okay. Et donc j'ai eu à faire ce genre de rap là en vérité, parce que c'était le rap de mon âge, quoi, toi. Tout le monde faisait ça. Mais j'ai aussi mes influences, qui fait que je peux être versatile, quoi.
Tu vois, c'est peut-être l'avantage que j'ai sur plein de gens qui ont découvert le rap avec une seule tendance et qui ont été éduqués avec ça. Parce que voilà, tu fais ton éducation avec la musique, tu as tes influences et c'est ça qui va définir ton style plus tard. Ok. Mais est-ce que tu t'es dit, bon, je prends quand même un risque Bah, bien sûr. Parce que, on va dire, ce genre de rap, je ne sais pas si ça peut parler à une certaine génération. Par exemple, ceux qui sont nés en 2000. Donc, eux, ceux qui sont nés en 2000, ils écoutent plus quoi, de la trap, Tout à fait. etc. Tout à fait. Donc, ouais, il y avait un risque. Mais il faut savoir que moi, quand je fais le projet Le Futur, en 2020, quand je fais Le Futur, je ne pense pas totalement à la répercussion que le projet aura sur la scène hip-hop, quoi. Tu vois, moi, je fais mon projet pour moi. À la base, j'ai enregistré le projet dans ma chambre, j'ai mixé tout seul, j'ai masterisé tout seul, j'ai fait les prods tout seul. Ah, t'as tout fait tout seul, J'ai tout fait tout seul, de A à Z, tu vois. Et j'ai eu besoin Enfin, j'ai produit 3 tracks sur le projet. C'est un projet de 6 titres. J'en ai produit 3 et les 3 autres viennent de l'extérieur, mais j'avais un contrôle total sur le projet, tu vois. Et donc quand je décide de faire les clips, c'est vraiment pour faire partager ma musique, mais je ne suis pas vraiment dans l'optique où je me dis il faut que ça pète, il n'y avait pas d'urgence, quoi. Pour moi, c'était faire partager ce que je sais faire. Et après, tout le monde sait ce qui s'est passé, Kennedy en 2005, toutes les polémiques et tout ça, quoi. Eh bien, en tout cas, très bon parcours, hein. Donc, Merci, Aderj, ça fait plaisir. donc, qu'est-ce que t'en penses du dernier projet de Benjamin Epps? Fantôme avec chauffeur. Yes. Fantôme avec chauffeur. Je suis encore dedans. Moi, je suis encore dans la fantôme, là. Je suis encore dedans. Ok. Franchement, bon projet, tu vois. Ouais. T'as bien défini ton parcours. Je pense que ça se ressent en fait vachement en fait dans ce que tu nous as apporté, tu vois. Mais moi en fait j'ai une question à te poser, tu vois. Parce que je trouve que ça donne quand même une identité assez forte en fait à ton projet. C'est comment s'est fait en fait cette connexion en fait avec le chroniqueur sale. Le chroniqueur sale, je l'ai rencontré un peu avant de sortir Le Futur parce qu'on a des amis en commun. Et donc apparemment mes copains avaient déjà envoyé les premiers morceaux que j'avais fait pour Le Futur au chroniqueur sale. Il avait kiffé. Et il m'a contacté et on s'était promis qu'après le Futur, on enregistrerait un projet ensemble. Et il y a eu plein de bruit autour du Futur et c'était juste le bon moment, je pense, pour faire le projet et le sortir, quoi. Donc le chroniqueur sale, pour ceux qui ne savent pas, c'est un youtubeur, mais c'est aussi un beatmaker. Donc il a une carrière dans la musique avant sa chaîne YouTube. Il avait sorti un projet qui s'appelle Sale Tape 1. Et c'était un projet où il y avait Al Capote, Limsa Dolnay, tu vois, plein de gros artistes. Et du coup, quand j'ai écouté ce qu'il faisait, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Tu vois, il aimait bien ce que je faisais aussi. Il aimait bien le son de ma voix, les beats sur lesquels je rappais et tout. Et il était chaud de produire un projet. Et du coup, on a fait le projet, quoi. Ok, très bien. Et lorsqu'il a entendu les morceaux que tu faisais, donc tu étais déjà en fait dans une tendance néo-rétro ou bien totalement. T'avais déjà totalement. Okay, j'étais déjà dans ce que tu appelles néo-rétro. Je vois totalement ce que tu veux dire. Et c'est bien d'ailleurs que tu t'éloignes un peu du truc boom bap à l'ancienne, parce que j'aime pas beaucoup la dénomination boom bap à l'ancienne. Je trouve que c'est vachement réducteur et parce qu'en fait le rap c'est intemporel, quoi, tu vois. Aujourd'hui on écoute encore Tupac, on écoute encore Biggie, donc en vérité boom bap à l'ancienne, je trouve que c'est assez réducteur. Donc néo rétro c'est juste génial, je vais te l'appliquer. Tu vois, je vais me l'approprier et comme ça la prochaine fois je vais l'utiliser. Ok, pas de problème. En tout cas, tu vois, j'ai voulu faire ce parallèle là parce que réellement, tu vois, sur le projet, pour moi c'est vraiment en fait un projet commun, tu vois. C'est un vrai projet commun, tu vois. Donc on a tout l'univers du chroniqueur sale, tu vois, pour ceux qui suivent, tu vois. Donc comme il a expliqué, donc c'est un youtubeur, on va dire assez acerbe dans ses propos. Ouais, totalement. Acerbe surtout vis-à-vis en fait de la scène rap actuelle. Et
je t'avouerai que, tu vois, j'ai souvent suivi ses vidéos, tu vois, mais je connaissais pas réellement son projet. Mais je savais vers quoi m'attendre. Je savais à quoi m'attendre, tu vois. Et lorsqu'en vérité, j'ai écouté ton projet, j'ai entendu ta voix sur ses prods à lui, tu vois, je me suis dit, en fait, ils étaient faits en vérité pour bosser ensemble. Totalement. Réellement, tu vois. Totalement. Et j'ai vraiment utilisé en plus, tu vois, et tout, donc cette image en fait de néo-rétro, parce que on en parlait en fait en off avec mon gars qui est ici du B, tu vois. Et on a capté en fait cette manie qu'il a eu en fait de pouvoir ralentir en fait les BPM, tu vois, pour que ça fasse en vérité super en fait actuel, mais garder tout ce qui était richesse, tu vois, donc des musiques à l'ancienne, tu vois. Donc en fait la richesse du sample, tu vois. Totalement. Et j'en parlais encore en off en fait avec mes gars en disant et tout que j'étais content en fait de l'aboutissement de ce projet, parce que lorsqu'on utilise en fait les instruments de cette manière-là, généralement ce sont des projets en vérité qui vieillissent bien. On a tellement eu l'habitude en fait ces 10 dernières années en fait d'écouter en fait des morceaux qui sont produits en fait juste de manière synthétique. Pour le moment quoi. Voilà. Pour un moment quoi. Voilà. Que lorsqu'en vérité t'écoutes réellement en fait des instrus faits en vérité par des instruments qui ont l'air d'être joués, mais tu sais que même dans 30 ans quand tu vas écouter, ça sonnera toujours pareil, tu vois. Totalement. Parce que lorsque tu écoutes en fait des trucs synthétiques, tu sais qu'en fait, ça je sais que c'est une prod de 2005. Ça je sais que c'est une prod, tu vois. Ouais, totalement. Ouais. Et la manière dont le projet a été produit, je pense que tu vois justement en fait, on va vraiment partir sur un truc qui est intemporel, tu vois. Et sur ce côté-là, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment ça fait vraiment plaisir, mais parce que en même temps, c'est l'objectif, tu vois, la musique. Comme je te disais, on réécoute Biggie aujourd'hui et on est content d'écouter. On se dit, ça sonne comme à une certaine époque, mais aujourd'hui, ça n'a pas vieilli, quoi. C'est-à-dire, quand tu écoutes ce qui se fait aujourd'hui, tu te dis que ça n'a pas vieilli. Et c'est pareil quand tu écoutes Marvin Gaye, quand tu écoutes tous les grands classiques américains, entre guillemets. Tu vois, t'es juste. C'est les albums qui continuent de vendre aujourd'hui, justement parce que la musique a pas pris une ride, quoi. C'est ça. Et donc l'objectif, c'est vraiment, si ça t'a fait cet effet-là, moi je suis totalement satisfait, quoi. Tu vois, c'est. Après, je dis moi, ça me fait cet effet-là. Nous, on est des mecs, on a roulé de boss à l'intérieur, tu vois. On a une certaine sensibilité, tu vois. J'ai kiffé, avec d'autres gars on parlait, on disait en fait si on aime comme ça, est-ce que c'est pas de la nostalgie, tu vois. On se pose cette question là parce que il est vrai que tu vois t'as fait un projet qui selon moi en vérité tient vraiment la route, tu vois. Mais maintenant en fait moi ma question en vérité c'est quelle est entre guillemets la technique à aborder pour pouvoir en vérité parler en fait à un plus grand nombre de personnes. Alors je pense que pour parler à un plus grand nombre de personnes, il faut être soi-même. Déjà. Et aussi pour durer sur le temps. Parce que tu peux parler je pense que on connaît tous le morceau de Yannick. Ce soir, la reprise ce soir-là. Ça a parlé à absolument tout le monde, mais Yannick, il est plus là aujourd'hui. Tu vois, donc l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est est-ce qu'on veut faire de la musique qui parle à tout le monde sur 6 mois, ou on veut faire de la musique où tu penses que ton audience va grandir avec le temps parce que tu es resté toi-même et tu as fait la musique que tu aimes faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense déjà qu'il faut rester fidèle à soi-même. Pour moi, c'est le secret, c'est la botte secrète, quoi. Rester fidèle à soi-même. À un moment donné, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc si tu fais tout pour essayer de polisser ton truc, je pense que tu te perds. Donc rester fidèle à soi-même, faire sa musique et laisser les choses venir, quoi. La patience. Mais c'est fou, hein, comme ça. On est là, on est en 2021 et je parle avec cet artiste-là et tout, j'ai l'impression d'être en 98. Parce que tu t'es défini en vérité comme un jeune, mais toutes les références que tu as, ce sont des références en vérité des années 90. C'est ouf quand même ce truc-là. C'est ouf. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tu vois, cette question, je te la pose parce qu'il y a des références que tu as. Je suis pas certain en vérité que les utilisateurs de maintenant en fait, puissent comprendre en fait. Ouais, je suis totalement moi, ça me touche parce que. C'est les influences. Moi, ça me touche parce que tu dis un truc, je me dis, ah ouais, putain, cette époque-là, je me rappelle les Camos, quand on marchait dans les rues de notre ville, tu vois. Je le sais, tu vois. Mais moi, je te dis, moi, si je suis là, j'ai des enfants, des trucs et tout, s'ils écoutent ton truc, en fait, il y a plein de trucs, ils vont passer à côté, tu vois. Mais faut pas croire, parce que il y a plein de gens qui ont 18 ans aujourd'hui qui ont l'impression que c'est un nouveau rap que je fais. Ok.
découvrent. Ils ont l'impression que c'est quelque chose de nouveau, quoi. Tu vois. Donc, j'ai l'impression que la musique, c'est une grande boucle. C'est totalement ça. Et c'est comme les chaussures, tu vois. On part, ça se démode un peu. Il y a une nouvelle tendance et on revient à quelque chose à chaque fois, quoi. Et je pense que c'est comme ça tous les 10 ans, on a un espèce de cycle qui se termine et un autre qui commence, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, franchement, je te dis, hein, sur le projet, tu vois, franchement lourd, tu vois. Merci. Je vais pas faire, comment dire, le mec, mais il y a un truc aussi que t'as, tu vois, qui est spécial et tu le dis dans les morceaux. En vérité, c'est la voix, tu vois. Ouais. Dans une époque en 2020 où on aime entendre, tu vois, tout ce qui est grosse voix, tu vois, gros timbre, cela, tu vois. Que tu viennes, entre guillemets, avec une voix un petit peu plus fluette, tu vois. Ouais. Mais que tu sois en vérité badass, en vérité, dans tout ce que tu dis, tu vois. Bah, franchement, et tout, je trouve que vraiment le cocktail et tout, en fait, je trouve vraiment que ça détonne. Tu vois. Merci. Et j'aurais, si je dois le dire, je vais pas faire tous les morceaux, tu vois, un à un, parce que j'ai mon gars, en vérité, des références qui est là, tu vois. Mais je vais quand même mettre une mention spéciale au morceau Dieu bénisse les enfants, tu vois. Merci. Tu vois, franchement, que ça soit Pourquoi Dieu bénisse les enfants? Parce que, premièrement, en fait, je pense que ce sont des thèmes qui sont pas réellement abordés, tu vois, dans la musique qu'on fait maintenant, tu vois. Je pense que, tu vois, on est dans une ère où tout ce qui fonctionne réellement, en fait, c'est bête et méchant, tu vois. Tout ce qui fonctionne est bête et méchant, tu vois. Ouais. Et lorsqu'on repart, en vérité, sur des morceaux où, en fait, on est à l'essentiel du truc, tu vois, bah, déjà, en fait, tu vois, je trouve que tu te démarques par rapport à ça, tu vois. Et j'ai trouvé en vérité que même façon que c'était super bien produit, tu vois, et que c'est bien écrit. Et puis après, il y a la sensibilité, hein, peut-être aussi parce qu'on est père de famille, donc en fait ça nous touche. Ouais, voilà, c'est ça. Ça nous touche. C'est bon, j'ai touché la cible alors. Mais mention spéciale pour ce morceau-là. Merci, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Dimanche. Ouais. Benjamin Epps. Yes. Moi, je vais faire une petite analyse. Ok, mais je suis là pour ça. Je vais essayer d'expliquer parce que tu as une vraie hype en ce moment. Ouais. T'as une vraie hype. Ouais. Et j'essaie de comprendre comment t'as réussi à toucher les gens au cœur comme ça. Et en fait, donc, même si t'aimes pas trop le terme, bon, tu fais du rap un peu rétro, qui a une touche de modernité. Ouais. Mais t'es pas le premier à avoir fait ça. Il y en a d'autres qui ont fait ça avant, 1995 et d'autres encore. Mais la différence, c'est que t'as ramené une odeur de soufre, une odeur de bitume. T'as ramené un côté réel qu'on ressentait pas forcément chez ces gens-là. Parce que ces gens-là, sans être méchant avec eux, on a l'impression que le truc ils l'ont vécu, mais ils l'ont vécu de loin. Ils n'ont pas vraiment vécu au cœur quand c'était coupe-gorge. Ouais. C'est même limite, ils ont repris un truc que les autres avaient laissé depuis. Et toi, tu es revenu dans ce bain-là parce qu'en fait, comme beaucoup de gens disent, en fait, le rap français est devenu un peu plus hardcore, est devenu un peu plus thug life. Après, quand B2O est arrivé avec Temps Mort, United, etc. Mais c'était une période où les gens étaient beaucoup dans une surenchère. Donc, on montrait beaucoup la délinquance. Donc, on montrait les meuhards, on montrait la cam, tout ça et tout. Mais avant ça, il y avait quand même ce rap thug. Même si effectivement c'était très technique, beaucoup de textes, etc. et tout, t'avais des expressions directes, t'avais même des ministères rameurs. Ouais, totalement. Secteur A. Secteur A, qui arrivait avec des trucs très sérieux. Secteur A, c'est des gens, eux-mêmes, ils disaient, chez eux, ça lisait des livres. Mais quand ça sortait dehors, c'était Kaira, quoi. C'était quand même Kaira, c'était quand même chaud. Ouais. Mais en fait, eux, ce côté Kaira, ce côté délinquance, ils le montraient pas forcément, mais le faisaient ressentir. À travers les attitudes, à travers les textes, on savait qu'en coulisses, il y avait ça. Mais on le faisait pas vraiment, il le montrait pas vraiment, quand on le faisait deviner. Et je pense que beaucoup d'anciens, des rappeurs qui t'ont validé aussi, qui t'ont validé, d'accord, okay. Qui ont validé tes projets et tout, ils ont été touchés par ça en fait. Ils ont été touchés par ce truc où, et même le chroniqueur lui-même, il explique que effectivement, il y avait un côté réel qui manquait chez les autres qui revenaient dans les trucs rétro et qui est revenu aujourd'hui à travers toi. Ensuite, effectivement, ta musique, ce que j'aime bien, c'est que effectivement, elle sent encore le réel, c'est moderne, mine de rien. Ouais. Il y a quand même de la nouveauté, c'est espacé, ça reste quand même assez épuré. C'est pas balourd, tu vois, les textes ils sont là, mais ils t'étouffent pas.
Mais après, moi, je pense quand même que tu es quand même quelqu'un de très ambitieux. Ouais. Tu viens ici pour niquer le game, en fait. Non, tu dis toi-même, tu viens pour prendre le trône. Tu prends pour prendre le trône, tu pointes du doigt même certaines personnes comme des Alpha, non, Alpha One, hein, pas l'Alpha du 9 Alpha 520, on t'aime quand même. Franchement, des Alpha, des Nekfeu, des Sneezy. À un moment donné, tu as dit une phrase qui m'a vraiment interpellé, c'est tu dis maintenant que B2O est parti à la retraite, maintenant tu peux venir. Ouais. En sachant que les gens ils t'attendent au tournant. Totalement. Et même il y a même une autre phrase que tu dis quand tu dis Kennedy en 2005. Kennedy en 2005, c'était vraiment le rookie. Ah ouais, c'était le rookie de demain qui était venu pour tout reprendre, et non seulement tout reprendre, mais pas tout rebalayer, mais remettre les compteurs à zéro pour revenir avec un nouveau style. Et donc ce côté ambitieux là, je le ressens, mais maintenant je me pose la question sur la direction artistique du compte prendre pour prendre le trône, parce que pour prendre le trône, faut être un peu dans le mainstream. Je suis totalement d'accord. Je ne me considère pas comme un artiste underground en vérité. Je pense que j'ai pas vraiment eu le temps de faire la transition. Tu vois, tout m'est un peu tombé dessus. Ouais. Et il faut assumer, il faut tout simplement assumer ce qui est en train de se passer, quoi, je pense. Donc c'était juste pour rebondir sur ce que tu voulais, ce que tu étais en train de dire. Mais par rapport à tout ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu en penses un peu pour revenir sur ce que tu as dit par exemple par rapport au secteur A, le fait que les mecs lisaient des livres et tout ça, machin, mais vu qu'ils vivaient au quartier, ils avaient quand même les grands frères qui étaient des Kaira, tu vois, il y avait quand même ce côté Kaira, mais c'est assez facile de faire un parallèle avec moi parce que moi je suis un peu celui qui a grandi dans un quartier hyper difficile, mais dans une bonne famille. Tu vois, c'est-à-dire que le quartier était hyper chaud, mais j'ai toujours été protégé par mes frères. Donc il y a toujours eu ce côté, il faut aller au bout des études, voilà, c'est ça, tu vois. Il faut aller loin dans les études, il faut lire des livres et tout ça. Et donc ça fait que je me reconnais totalement dans la posture Arsenic, Secteur A, etc. En ce qui concerne le fait que je peux plus me cacher aujourd'hui, c'est totalement assumé. La direction artistique, elle est totalement assumée. Je ne pense pas forcément que pour prendre le trône, il faut devenir mainstream. Je trouve que mainstream, c'est un terme un peu... comment dire ? C'est un terme un peu erroné aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui est mainstream et qu'est-ce qui ne l'est pas finalement ? C'est-à-dire que ceux qui m'écoutent, ceux qui ne me connaissent pas et qui écoutent pour la première fois vont penser que je suis underground, alors qu'en vérité, les rappeurs underground, moi, je connais plein de rappeurs underground qui n'auront peut-être jamais l'exposition que moi j'ai pu avoir sur les 2 projets que j'ai eus. Tu vois, j'ai eu des reposts de mecs qui donnent pas l'heure à plein de gens dans le rap français. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je crois que je bénéficie d'une exposition suffisamment grande pour prétendre à ces choses-là et rester moi-même, tu vois, et continuer de faire ma musique. Après, la musique évolue. Je pense qu'il faut pas s'enfermer dans un truc où après ça devient un peu boring, tu vois, c'est plus intéressant. Mais je pense que s'ouvrir ne veut pas dire se dénaturer. Je pense qu'on peut totalement allier les deux, quoi. Aujourd'hui, Nas ne fait plus le rap qu'il faisait quand il a sorti Illmatic, quoi. Ouais. Tu vois, mais son dernier album est quand même l'album de l'année au Grammy Award, tout simplement, quoi. C'est-à-dire que devant des beaucoup plus jeunes comme D-Smoke, etc., qui font du rap entre guillemets mainstream actuel, quoi. Donc je pense que Nas, il est quand même reconnu comme l'un des mecs qui a su rester fidèle à lui-même, à son style, avec son type de prod. Il a jamais vraiment fait la musique du sud des États-Unis. Il a toujours joué un peu, il y a toujours une espèce d'ambiguïté. Il a su rester lui-même et je pense vraiment que c'est possible. Comme je disais au départ, le secret, c'est rester soi-même. Et là, les gens, c'est à ce moment-là que laisser les gens venir vers soi, en fait. Ok. Mais j'aurais une question dans ce cas-là à te poser, c'est qu'est-ce que tu appelles en fait prendre le trône ? À quel moment tu peux considérer que tu as pris le trône ? Est-ce que c'est le fait de donner le ton au niveau de la tendance ?
Totalement. C'est totalement ça. C'est-à-dire, tu sais que c'est bon pour toi quand les autres veulent rapper comme toi. Ouais. Tu vois, Booba, quand il est arrivé avec Westside, il a fait plein de gamins. Pourtant, il rappait avant déjà avec Lunatic, avec Ali. Ensuite, il a eu sa période Temps Mort, sa période Panthéon et tout. Mais l'album Westside, ça a tout défoncé, quoi. Tu vois, et il a eu une plus grande exposition. Et il a fait plein de petits. Et pour le coup, une fois que tout le monde veut rapper comme toi, tout le monde veut faire comme toi, même si Booba, il a rien créé. On va pas. C'est pas le premier à utiliser l'autotune. Peut-être en France. Et même ça, c'est à vérifier, mais c'est le premier gros artiste. Non, parce que même lui le dit, déjà, c'est Mala qui l'a mis dans l'autotune. Bah voilà, déjà, tu vois. C'est Mala qui l'a mis. Tu vois, donc. Je pense vraiment que quand tu sens que tout le monde veut faire ce que tu fais, là, tu peux te poser et te dire ah oui, il y a quelque chose, quoi. Il y a un réel impact, quoi. Tu vois. Donc c'est ça que moi j'appelle prendre le trône. Il n'y a pas de trône en vérité dans le rap français, je veux dire. Il n'y a pas un endroit où tu t'assois et tu prends une couronne et tu mets sur ta tête. Tu vois ce que je veux dire, c'est une image en vérité. Tu vois. Aujourd'hui, par exemple, je pense que des artistes comme Freeze Corleone, tu vois, des mecs qui sont arrivés et qui ont mis une patate à tout le monde. C'est ça. Tu vois, et aujourd'hui, Freeze Corleone, il fait plein d'enfants, quoi. Tu vois, il y a plein de mecs qui veulent rapper comme lui. Et là, tu te dis, oui, le mec, il a réussi, quoi. Il réussit à inspirer les gens, il a réussi à inspirer une génération entière. C'est-à-dire que sa musique parle aux gens. Ouais. Donc, on va dire, toi, le but, c'est que par la suite, si demain, on va dire, un autre rappeur qui arrive plus ou moins avec ton propre style et tout ça, tu veux dire, ah ouais, là, ça commence à pousser. C'est ça, totalement. Totalement. Tu vois, si on commence à avoir 5 personnes dans la même veine que moi, qui font la même chose et qui font, je dirais pas comme moi parce que j'ai rien inventé en vérité, c'est ça, hein. Tu vois, mais qui sont dans la même veine et que ça commence à fonctionner pour eux. Tu vois, là je pourrais me dire il y a vraiment quelque chose, tu vois, j'ai ramené quelque chose. Et comme les gens ont l'habitude de dire, là on pourra m'appeler le père de ceci et le père de cela. C'est créer un mouvement. Exact, c'est créer un mouvement, totalement. Tu vois, à un moment aux États-Unis, 50 Cent, c'était le boss, tu vois. T'as plein de mecs qui voulaient rapper comme lui. Lil Wayne, quand il a sorti son album The Carter 3, c'était le... Il a fait des enfants, quoi. Mais aujourd'hui encore, il y a ces enfants qui... Aujourd'hui, avec voilà, et tout ça. Voilà, tu vois, donc voilà, c'est ça. C'est ça. Mais par rapport à ça, est-ce que tu t'es dit, comme là au States, ça commence aussi à fonctionner, ce genre, comme les Griselda, tout ça. Totalement. Moi, je suis à fond. Donc, j'ai dit, mais écoute, je vais prendre un peu leur conseil, je vais reprendre un peu le totalement. Truc, faire à ta sauce. Et... Totalement, ça m'a inspiré, quoi. En fait, je me suis dit, c'est possible. Ouais. Tu vois, ces mecs-là, ils font des concerts et Jay-Z vient assister à leurs concerts, quoi. C'est juste pour dire l'impact que ces mecs-là ont. Ils sont restés eux-mêmes au final. Ouais. Parce que c'est des mecs, il faut dire que c'est des mecs, parce que je connais un peu l'histoire des mecs, tu vois. J'ai entre 2018 et 2019, avant que ça pète vraiment à l'international, moi je kiffais déjà, j'écoutais déjà ce qu'ils faisaient et tout ça. Et il faut dire que c'est des mecs, à un moment ils vivaient à Atlanta. Conway et West Side Gun vivaient à Atlanta à un moment. Okay. Ils ont, même plus tôt dans les années 2011 et 2012, ils ont essayé de faire ce truc-là, la nouvelle tendance et tout. Les gars se sont dit, en vérité, nous on est des gars de New York, quoi. Tu vois ce que je veux dire, et c'est pas pour nous. Et ils ont fait leur truc, et tout le monde vient dans leur truc maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore un exemple. Allez, comparaison et pas raison, mais tu vois, c'est un exemple qui prouve qu'on peut rester soi-même et réussir, quoi. C'est possible. C'est ça que les plus jeunes, les gens qui écoutent, doivent comprendre. On n'a pas besoin de faire comme tout le monde pour réussir. Ok. Après, je te dis, en plus, nous, ce que tu dis, ça nous parle encore plus. Parce que nous, on a commencé à écouter cette musique, là où lorsque tu ressemblais à quelqu'un, en fait, on pouvait pas t'écouter. Voilà, totalement. Tu vois, il y avait plusieurs écoles. Tu vois, à moins qu'on sache que vous habitiez dans le même bâtiment et que même vous quartier, faites partie du même crew, tu vois, totalement, on peut comprendre et, entre guillemets, tu vois, tout accepter que vous fassiez les mêmes choses. Ouais. Mais lorsque tu es un mec du 9-3, tu rappes pas comme un mec du 9-2, un mec du 9-4, en fait. Totalement. Il y avait totalement, comme il le dit, il y avait de vraies écoles, en fait.
Ouais. Et aujourd'hui, en fait, non. Aujourd'hui, en fait, il y a un style particulier, tu vois. Il y a ça qui fonctionne et tout le monde fait ça. Et en photocopie en plus, tu vois. Totalement. Mais moi, je veux te faire une petite remarque. Là, tu dis que tu ne te considères pas comme underground. Ouais. Mais tu dis quand même, fuck Polydor, nous, on est indé. Ouais. Et ça veut dire que maintenant, par rapport à ça, quelle est ta vision par rapport justement aux maisons de disques Moi, j'ai rien contre les maisons de disques, en vérité. C'est des entreprises, les maisons de disques. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est des entreprises qui font du business. Indépendant, aujourd'hui, ça veut plus rien dire. C'est-à-dire que ça dépend des deals que tu veux chercher, quoi. Moi, ce que je déplore, c'est le deal artiste. Tu vois, être signé en artiste aujourd'hui, c'est un deal complètement... c'est capoute, quoi. C'est moribond. C'est plus un deal à faire pour les artistes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les studios, donc aujourd'hui, c'est 3 fois plus facile d'enregistrer un morceau qu'il y a 20 ans, par exemple. Où les grands, il fallait enregistrer dans les grands studios avec les grands SSL, les trucs hyper sophistiqués. Aujourd'hui, moi, j'enregistre mes projets dans mon studio à la maison. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ma carte son, j'ai mon Mac, j'ai mes enceintes de monitoring, j'ai tout ce qu'il faut. Je regarde un peu les tutos sur YouTube et ça y est, je sais m'enregistrer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, j'ai pas besoin d'une maison de disques pour m'enregistrer. À partir de ce moment-là, le contrat artiste, il saute. Après, il y a d'autres possibilités. Il y a le contrat de licence et le contrat de distribution. Moi, je veux rester indépendant jusqu'au bout. C'est ça qui m'intéresse. Donc, ce qui pourrait éventuellement m'intéresser, c'est prêter mes projets à une major pour un certain nombre de temps. C'est-à-dire, ça peut être pour 2 ans, ça peut être pour 3 ans, ça peut être pour 4 ans, ça peut être pour 5 ans. Mais je suis sûr qu'après cette période-là, tout m'appartient. Absolument tout. Donc je suis propriétaire de mes masters, quoi. J'ai payé mes enregistrements, j'ai payé mes mix, j'ai payé mes mastering. Je suis propriétaire de mon produit. Donc si je meurs aujourd'hui et que mon produit continue de fonctionner, tout ce qui sort et tout ce qui vient, tout ce que mon produit génère, il revient à ma famille. D'accord. Mais tu penses que c'est un modèle qui convient à tout le monde? Par exemple, quand tu dis même les contrats artistes, c'est moribond. Après, ça dépend quel impact que tu as, ça dépend quelles sont tes ventes. Totalement. Par exemple, un gars comme Soprano, je ne sais pas quel contrat il a, Soprano, mais quelqu'un comme Soprano à son niveau, un contrat artiste, je ne sais pas si c'est quelque chose de mauvais pour lui, en fait. Non, au contraire. Moi, je pense que Soprano, il n'a plus besoin de personne aujourd'hui. Il a suffisamment d'argent, Soprano, pour monter son label à lui, pour faire ses clips. Encore, il faut voir tout ce qu'il a développé derrière, hein, parce que tu sais pas. Ah ouais, il y a Soprano, il fait des stades de France, il fait des vélodromes. Je pense que Soprano, il a besoin de personne. Ouais, après ça, c'est d'abord j'ai dit Soprano pour donner un exemple. Ouais, je comprends totalement. Après, c'est sur le temps, parce qu'après, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de savoir-faire, ça va être de la manière dont tu as ton discours. On sent que tu es quelqu'un, tu sais où tu vas. On sent que tu es quelqu'un, même, tu dois même connaître au-delà de la musique les côtés juridiques, etc. et tout. Ouais, ça m'intéresse. Plus ou moins, tu es blindé. Ouais. Mais il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être, il y a un plug pour pouvoir être capable de... Je suis totalement d'accord. Mais après, maintenant, je pense que c'est juste chacun... Tout dépend de chacun, en fait. Hein. Ouais. Tu sais, malheureusement, il y a encore des personnes qui ont besoin d'être encore assistées. Ah, mais c'est justement, effectivement, j'ai pas assez nuancé mon propos, je vais dire. Je pense que tu as totalement raison. L'indépendance, c'est pas forcément pour tout le monde. Et quand je dis c'est moribond, tu m'as parlé de moi et du fait que je dise indépendant fuck Polydor. Ouais. Et j'ai pas besoin d'une maison de disques, moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est juste moi et c'est ce que je pense et c'est totalement subjectif. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des artistes pour se développer, ils ont besoin d'être encadrés du début à la fin, du début de la chaîne de production à la vente, quoi. Mais après, là, je suis d'accord avec toi, effectivement, avec le temps, aujourd'hui, en 2021, il y a largement moyen. Largement. Et même si tu n'es pas forcément fait pour ça dès le départ, avec le temps, tu peux... Ouais, totalement. Avec Internet, il y a par exemple, moi, comment j'encourage les autres, ce que je dis aux autres, c'est essayer de construire une équipe, c'est d'avoir un entourage solide, des gens en qui vous avez confiance, pour faire quelque chose de bien.
Moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai pris des amis à mes grands frères. Quand mon grand frère était en France, ils aiment bien ce que je fais. Ils croient en moi. J'ai pris des copains à moi. J'ai dit let's go, quoi. Et aujourd'hui, on a fait des mails, on a fait des trucs. Et, tu vois, on est vraiment allé au culot. Et on a des invitations sur de plus gros médias, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que c'est possible à une certaine échelle. Et, mais pour y arriver, il y a plein de choses à mettre en place, quoi. Indépendant, c'est pas juste un mot cool. Il y a plein de choses à faire pour être indépendant. Non, c'est ça. Hein. Mais tu es très compétiteur hein, dans ce jeu-là. Il faut. Ça, indirectement, ça manquait. Mais quand j'écoute, c'est toujours en bon esprit. Totalement. Ouais, c'est toujours en bon esprit. Quand je dis Booba a sorti le dernier album, ça y est, maintenant je peux prendre le trône. Si tu lis entre les lignes, tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que Booba a réussi à travers les années à s'imposer comme le mec qui donne le la et les autres suivent. Et maintenant qu'il est parti, hein, l'ambition c'est moi donner le la, tu vois. Mais en vérité, c'est plus un SO qu'autre chose. Ouais, c'est vraiment un SO. Et c'est pareil, quand je dis venu prendre les Nekfeu, les Alpha, les Sneezy, c'est parce que ces mecs-là, moi je les mets. Je pense que de notre génération, entre guillemets, même s'ils ont 30 ans aujourd'hui, c'est les mecs qui ont réussi à ramener un peu le peuras. Je pense que c'est pas forcément ton avis à toi, mais c'est les mecs qui ont réussi à amener le peuras à un certain niveau. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, l'ambition, pour moi, c'est être au niveau de ces mecs-là, quoi. Donc c'est toujours beaucoup de respect envers mes pairs, quoi. C'est toujours hip-hop, quoi. Et c'est toujours hip-hop, quoi. On a l'impression que c'est de la compétition, mais elle est saine, quoi, tu vois. Non, c'est ça. Hein. Ouais, parce qu'on l'avait beaucoup oublié, parce que... ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus, mais surtout, c'est souvent parti en couille un peu aussi, tu vois. Parce que les gens, ils perdaient un peu le cap. Totalement. Non, c'est ça. On oublie que c'est que de la musique, en fait, tu vois. Totalement. Mais dis-moi, d'après toi, est-ce qu'en France, il y a vraiment une culture du hip-hop, du rap et tout ça, ou bien même l'état d'esprit. Donc en matière en général, hein, que ce soit des rappeurs, des managers, les patrons de labels, les attachés de presse, etc. Donc dans tout cet ensemble. Dans tout le business. Dans tout le business. Est-ce que d'après toi, il y a vraiment une culture? Les gens ils connaissent vraiment la culture ou... Ouais, il y a des gens qui connaissent la culture. Tu vois, ce serait hypocrite de dire que le rap, la France n'est pas un pays de la culture hip-hop. On est quand même allez, en termes de vente, en termes de business, on est le deuxième plus gros pays de hip-hop au monde, quoi. Depuis je crois, 2-3 ans. Grâce à des artistes comme Aya Nakamura, Maître Gims, etc., qui sont pas très, très ancrés hip-hop, mais qui viennent du hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Mais vu que le hip-hop c'est pas une musique française, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que en tant que Français, on ne sera jamais au niveau des Américains. C'est leur culture à eux. Tu vois, nous on s'est juste approprié le truc, mais l'esprit il vient de là. Tu vois, donc je pense qu'en France on manque d'esprit hip-hop. Voilà. On a la culture, elle est là, on s'est approprié la culture, mais on manque d'esprit hip-hop, tu vois. On manque tu vois, il n'y a pas beaucoup d'anciens qui ont passé le flambeau aux plus jeunes. Tu vois, ça, c'est quelque chose aux États-Unis. Allez, quand tu as fait 2 albums, 3 albums, tu cherches toi, en tant qu'artiste, tu vas chercher le nouveau toi. C'est-à-dire que tout le monde le fait aux États-Unis. Big Daddy Kane l'a fait avec Jay-Z, Jay-Z l'a fait avec J. Cole, Dr. Dre l'a fait avec Kendrick Lamar, Nas est en train de le faire avec Davis. Tu vois, ça fait partie de la culture, quoi. En France, les grosses têtes n'ont pas vraiment fait ce travail-là. C'est parce que justement, on est hip-hop, mais on sait pas vraiment... on n'a pas l'esprit hip-hop. Ouais, c'est pas l'esprit. Non, pas du tout. Ouais, donc, les anciens aussi... ils n'étaient pas en esprit. Exactement. Ils connaissent la culture. Ils connaissent la culture, c'était de grands fans de la culture, mais je pense qu'ils ont pris tout le côté rap, le côté cool, mais ils n'avaient pas l'esprit même du hip-hop, tu vois ce que je veux dire. Et ceux qui ont vraiment l'esprit du truc, c'est là où c'est né, c'est les États-Unis, quoi. Tu vois, mais ça, c'est totalement subjectif, hein, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Adax, qu'est-ce que t'en penses? En fait, ce qu'il explique, en fait, je trouve pas ça faux, en fait. Parce que, en fait, c'est un truc qu'on répète souvent ici, tu vois. C'est que
on n'a pas conscience que le rap et le hip-hop aux États-Unis, c'est une réelle culture. Ouais. C'est tout ce qu'ils ont en fait. Ouais. Et ça veut dire que vu que c'est tout ce qu'ils ont, c'est normal en vérité qu'ils cherchent en fait à avoir des descendants. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est normal, tu vois. Or que nous, en fait, c'est un truc en vérité qu'on a pécho parce que c'était cool. Tu vois. Et donc, c'est vrai que comme il explique et tout, mais en fait, on n'a pas les réflexes et l'esprit. Je pense que, tu vois, ça aussi, en fait, ça fait partie en fait d'une éducation, tu vois. Et Totalement. vu qu'il y a certaines personnes qui, aujourd'hui, des personnes comme lui, en vérité, s'en rendent compte, tu vois, mais c'est sûrement eux, en vérité, qui vont commencer, en fait, à donner le truc, en fait, aux autres, tu vois. Et peut-être que l'esprit va naître, ou bien est déjà né, et il va continuer à jaillir derrière, en fait. Tu vois. Ouais. C'est ça, en fait. Et c'est important, ce que tu as dit. Franchement, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Bah, voilà. Du Bronx. Ouais, mais la différence avec les États-Unis, c'est que la culture hip-hop, il vient déjà de leurs grands. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, qui étaient dans le jazz, le blues, Soul, etc. etc. Et tout ça, ça vient d'une histoire, parce qu'on va pas Bien encore sûr, raconter. mais et tout. c'est la vraie culture, c'est leur culture. Et c'est en vraiment fait, ça. c'est ancré en eux. Et en fait, si c'est arrivé en France, c'est pas totalement aussi par hasard, parce qu'il y a quelques prémices qui ramènent à ça, hein, dans l'histoire connue, donc voilà, colonisation, esclavage, etc. et tout. Totalement. Et puis le rap au States, ça s'est développé après, donc entre guillemets la chute des Black Panthers, quand le vieux Malcolm et le vieux Martin sont décédés. Ils ont dit non, là il faut vraiment reprendre le combat, il faut vraiment reprendre le flambeau. Et l'une des formes pour cela, c'était le hip-hop, avec notamment des Public Enemy, etc. et tout. En France, ça a commencé à arriver après, donc des début des années 80, donc après les marches des beurs, etc. et tout. Et c'est à ce moment-là. Après, la grosse différence, c'est que il n'y a pas la racine. Mais tu sais, en fait, je vais te couper vite fait pour te dire, en fait, pour moi, en fait, la différence, elle se trouve dans la mesure où, aux États-Unis, c'est leur culture et c'est leur seule racine. Et nous, en vérité, en tant qu'Afro-Européens et tout, on sait encore d'où on vient. C'est-à-dire qu'en fait, le hip-hop, on peut le prendre comme une partie de notre culture, mais c'est pas la seule culture qu'on a en fait. On a la vraie culture bantou, la culture ci, la culture cela, tu vois. Totalement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, tu vois, en fait, on mise pas tout comme eux. C'est ça. Là-bas, c'est quasiment une question de survie. Oui, c'est eux, c'est leur truc et en fait. C'est pour ça même qu'ils ont même des combats sur l'appropriation culturelle, etc. Exactement. Et nous, il y a ce manque de détermination. Et quand tu disais donc, que les rappeurs, ils ont beaucoup leurs petits, bon, il y en a un en France qui aurait pu le faire. Mais bon, s'il aurait peut-être un autre caractère, ça aurait peut-être changé. C'est le B2O. Parce que le B2O, il est en esprit là-dedans. Hein. Oui, dans l'esprit. Après, bon. Il est dans l'esprit. Il l'a déjà fait. Hein. Il partage. Non, franchement, en plus, il partage. Il fait découvrir des gens. Et surtout, en fait, souvent, les gens qu'il fait découvrir, il fait découvrir parce que justement, il estime qu'il y a très peu de personnes en vérité qui ont sa vision du truc. Donc, c'est la raison pour laquelle il veut pas que ça meure avec lui. Mais après, tu connais ton boug. Hein. Après, il a fait le boulot, mais c'est un peu entaché par tout ce qu'il y a autour en fait. Mais pour moi, c'est l'un des rares, pour ne pas dire le seul, en France à l'avoir fait. Non, c'est ça. Mais ce qui est dommage, hein, c'est qu'on peut même pas compter 5. Hein. Non, c'est vrai. De ce côté-là, c'est dur. C'est pas facile. En fait, le problème, c'est que en France, quand ils le font, parce qu'il y en a qui ont essayé de le faire, mais on a l'impression qu'au bout d'un moment, ils sont en compétition avec leur poulain. Et à un moment donné, ils disent non, il faut voir demain. C'est ça. Quand tu seras plus là, lui, il va faire. Lui, t'as l'impression qu'il sera là tout le temps. Il sera là tout le temps, donc il le met pour le mettre, mais en même temps, il ne veut pas le laisser s'envoler. C'est un peu bizarre, tu vois. Ouais, ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Et pareil, avec ce problème d'esprit, tu vois, si on peut aussi tourner le truc et le prendre dans l'autre sens, en vérité. J'ai l'impression qu'en France, les plus jeunes n'ont pas beaucoup de respect ne montrent pas beaucoup de respect pour les anciens. Tu vois, aux États-Unis, un gars comme Slick Rick, par exemple, on continue de l'inviter sur des albums, quoi, parce qu'il a représenté quelque chose pour la culture, tu vois. En France, t'es vite has-been, t'es vraiment vite has-been, quoi. Ça y est, voilà, c'est ça, t'es cuit, tu représentes absolument plus rien, peu importe l'impact que tu as eu pour la culture à un moment donné de ton histoire. Je pense que c'est typiquement français, hein. Et c'est parce que c'est pas notre culture, tout simplement. C'est un peu aussi comme l'éducation, c'est-à-dire que
pour que le petit respecte les anciens, il faut que le petit ressente que l'ancien a laissé un héritage, a laissé quelque chose. C'est comme nous, quand nos vieux, parfois, on aimait bien s'embrouiller avec eux, tu vois, mais à un moment donné, on se rendait compte de ce qu'ils avaient laissé. Tu vois, et c'est là qu'on acceptait d'accepter son flambeau. Mais si mon gars, t'as rien laissé, ou tu n'as pas l'impression d'avoir laissé, ou lui, pire encore, tu veux pas lâcher l'os, bah, évidemment. Non, c'est ça, mais je pense que si à ce temps-ci, les anciens, comment dirais-je, non, la nouvelle génération, il y a plus ou moins un manque de respect sur les anciens, c'est que je pense qu'ils n'ont pas fait le. Ouais, peut-être que les anciens n'ont pas fait le taf, quoi. Le boulot, en fait, c'est ça, je pense qu'ils n'ont pas vu assez loin, en fait. Hein. Et quand tu regardes à ce temps-ci dans les maisons de disques, il y en a très peu qui sont. Voilà, ça c'est problématique, quoi. Ouais. Et que même les anciens qui étaient une grande star dans les années 90, 2000, je pense que limite, si demain ils se pointent dans une maison de disques, oui, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, il n'y a personne qui les regarde. Envoyez-nous un mail. Totalement. Ils ont, comment dirais-je, ils ont même pas de légitimité. Voilà, ils ont même pas leur, voilà, leur pas de respect, plug et tout ça. Ouais, totalement. Et c'est ça. Et c'est pas toujours comme ça, parce que t'as plein de mecs, t'as des mecs comme Zoxy qui ont été, les mecs qui ont mis, un mec comme Zoxy par exemple, il a mis la lumière sur plein d'artistes, sur des gars comme la MZ, c'est ça, à l'époque, donc Booba, Joker et tout ça, tu as Booba qui a mis... mais voilà, Zoxy, exactement. Cynic, hein. Voilà, sur Cynic, voilà, exactement, tu vois, ça existe, mais c'est... mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Mais à ce temps-ci, un mec comme Zoxy, est-ce que demain, on va dire, s'il décide de prendre un artiste qui te trimballe comme ça, vas-y, viens, je te signe dans telle maison de disque. Est-ce qu'il peut le faire? Mais je pense qu'il a la capacité de le faire. Il peut le faire? Je pense qu'il a la capacité de le faire. Je pense qu'il peut le faire? Bien sûr. Il y a toujours ces cartes là-bas? Je pense. Après, on connaît pas exactement les coulisses, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est des mecs qui, à mon avis, c'est des mecs qui ont... spécialement des mecs comme Zoxy. C'est des mecs qui ont beaucoup de respect dans le 9-2 déjà, chez eux. Et c'est des barons, c'est des grands, quoi. Tu vois, je pense que c'est des mecs qui ont la possibilité d'aider les plus jeunes, vraiment. Des mecs comme Mac Taylor, etc. C'est des mecs qui ont ces contacts-là et qui ont cette possibilité-là. Ces gens-là, ok, donc on sait que ils sont respectés par des plus jeunes et tout ça. Mais dans l'industrie... Dans l'industrie, en fait, pas non, mais c'est pas possible. Bah non. En fait, mais il est là le problème, en fait. Mais c'est ça le problème. Tu sais dire que pour moi, c'est comme si tu un mec comme Zoxy, Dr Dre, ils ont pas de points. C'est-à-dire qu'un mec comme Zoxy, encyclopédie comme il a dit Dr Dre, tu vois. En vrai, Zoxy, il devrait être en vérité big chef des A et tout de je sais pas quelle structure, en fait. Bien sûr. Comment ça, en fait? Comment ça? C'est-à-dire que donc 1995 c'est lui, MZ en vérité c'est lui, B2O en vérité on sait que c'est lui, mais comment? Tu vois ce que je veux dire? Le problème en fait il est là. C'est la mentalité française. Hein. C'est chaud. Pas que la mentalité française, même aux États-Unis ils se plaignent que les Noirs fassent la musique, mais au final que l'exécutif soit blanc, entre guillemets, tu vois. Et non, je pense que c'est pas juste un problème français. Je pense que oui, les artistes sont sous-représentés dans les positions de pouvoir, quoi. Ok. C'est un peu partout, mais c'est un peu plus flagrant en France, quoi. Mais après, les gens vont se plaindre et trop, mais en réalité, c'est logique. Hein. En réalité, c'est logique parce que ces gens de pouvoir, en fait, ce sont des gens, en fait, sont pas des sociétés qui datent d'hier, en fait. Ah mais totalement. Donc sont des pouvoirs exactement, qui se laissent, exactement, qui se passent de père en fils. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant que les gens ont compris le système, en réalité, il faut trouver le contre-pouvoir. Il y a le contre-pouvoir aujourd'hui. Il y a des mecs comme Booba qui ont leur label. 9-2-I, 7 Corp, la piraterie, voilà, exactement. Tu vois, t'as plein de mecs comme ça. Par exemple, j'ai récemment appris que Tunisiano était derrière plein d'albums de Vald, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, c'est pas juste blanc ou noir, quoi. Tu vois, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Je pense juste que voilà. Après, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que il faut faire la différence entre le mouvement et le rap game. Le mouvement, c'est ce qui se fait en underground, les secrétaires et tout. Le rap game, c'est tout ce qui devient business à partir de l'âge d'or. Totalement. Et on n'a pas encore construit une maison de disques pour le rap.
C'est-à-dire que les maisons de disques, ils étaient déjà avant le rap. Donc, c'est-à-dire que. Ouais. Et ces gens-là, ils vont pas changer l'exécutif juste parce que le rap devient à la mode. Ouais. Mais on a fait venir Def Jam. Def Jam. On a fait venir Def Jam. Effectivement, ouais. Oh, c'est ça. Mais sinon, quasiment pour terminer, c'est quoi ton équipe, ton label Alors moi j'ai monté une structure qui s'appelle Mocap Nation. Ok. Dont mon grand frère est le président. Président. Président parce qu'il a la majorité. Donc c'est lui qui est en position de pouvoir sur le label. Ok. Mon cousin est mon associé. Okay. Donc c'est vraiment un label familial quoi. Okay, tu vois, on a monté notre truc et comme je te disais, l'idée c'est vraiment aller négocier en position de pouvoir. On a notre truc indépendant. Voilà ce qu'on a fait. Nous, on n'a pas besoin d'un contrat artiste. On a besoin de s'étendre. Donc on a besoin d'un peu plus de visibilité. Donc, et de rester indépendant. Donc j'ai monté mon truc, mon label indépendant, Mocap Nation. Ok. Voilà. Donc l'idée c'est pourquoi pas quand Benjamin Epps ne sera plus au top, ce que je ne souhaite pas, dans 5-6 ans, comment Benjamin Epps lui peut activer les mécanismes qui font que le petit de son quartier soit le prochain Benjamin Epps quoi. Voilà. Et à ce temps-ci, t'es sollicité? Les maisons de disques t'ont contacté pour des propositions? Absolument, mais ça va très très vite. Mais t'as même pas idée. Ça va très très vite. Il suffit d'un mini-buzz d'une demi-journée sur Internet pour que les maisons de disques elles te contactent en vérité. Voilà. Donc les contacts, il y en a plein. Donc quand tu vois les choses, les retours sont bons? Les retours sont hyper bons et tout ça, on fait ça indépendant. On fait ça de nous-mêmes quoi. C'est que des appels entrants en vérité. Ok. Tu vois, c'est que des appels entrants et ça veut dire que c'est positif, ça veut dire que c'est possible. Ouais. Voilà. Donc pour tous ceux qui m'écoutent, c'est possible de faire les choses soi-même. Il faut monter son équipe, il faut essayer de s'organiser un peu. On a la chance d'avoir Internet aujourd'hui. Faire du mailing, ça coûte pas grand-chose. Avoir un community manager, en vérité, monter une petite team et c'est possible. Ah. C'est possible de faire les choses, quoi. Ok. À une certaine échelle. Pas de souci. Donc, par la suite, après le confinement et tout ça, il y a des dates de prévues, des concerts, il y a des choses qui se mettent en place. On y réfléchit. À mon avis, 2021, pour les concerts, c'est un peu cuit. Vu comment ça traîne, on va être en mai. On n'a aucune visibilité sur l'été. Et tu sais que les concerts, les trucs, c'est des choses qui se préparent 6 mois avant. Donc si on n'a aucune visibilité sur l'été, à mon avis c'est cuit. Mais tu vois, c'est de bonne guerre parce que si jamais il y a des concerts dès janvier ou février, il y a déjà notre projet avec 2 projets, j'ai 50 minutes de scène et j'ai suffisamment de matière pour faire un bon show quoi. Ok. Donc là, tu travailles tout de suite sur un autre projet ? Pas tout de suite parce que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut laisser les gens consommer la musique. Voilà. C'est bien d'être présent, c'est bien qu'on sente ta présence et tout, mais il faut essayer de trouver un certain équilibre. Pas trop être présent parce qu'à un moment ça peut saouler les gens et pas trop être absent parce que la musique va vite, elle se consomme hyper vite et que tu peux très vite te faire oublier. Bon, je pense qu'il faut en faire juste suffisamment pour que les gens en redemandent. Et donc, je pense, à mon avis, que cette année, il y a de grandes chances pour que je ressorte un projet. Allez, on va dire, je dis ça comme ça, mais c'est peut-être une exclusivité sur Radio Campus aujourd'hui. Brand new. Voilà, brand new. Peut-être novembre 2021. Voilà. Ok. C'est intéressant. En tout cas, on va suivre ça vraiment de près ou de loin. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci. En tout cas, maintenant, tu connais la maison, tu sais où ça se passe. Donc, Radio Campus, merci. Quand tu veux. Ouais. Mais en tout cas, tu étais validé par tes pairs, par les anciens et tout ça. Tout le monde t'a validé. Ça fait plaisir. Tous les rappeurs des générations 90-2000, ils ont tous validé. Ouais. Et force à toi en tout cas. Force à vous les gars. Merci, ça fait plaisir. Un dernier mot quoi. Jonx. Une petite dernière question. J'ai un dernier mot, une dédicace. C'est une question avec un mot. Ok. Pips. C'est quoi Pips ? Les gens.
C'est des gens. Ouais, les Américains, ils disent peeps, ma peeps. Oh, for my peeps, mon gars, c'est quoi le problème? Je lui ai demandé. Peeps, c'est les gens. C'est une abréviation de people qui veut dire. Il a vécu aux États-Unis, Ah il ouais, fait semblant. c'est Vas-y, ça. laisse-nous, mon gars, Hein. laisse-nous. En tout cas, dernier mot, Dax. Hein. Non, en tout cas, mec, force à toi. Merci. Continue Merci. comme ça, on voit du sale. Ouais. Tu vois, nous, on sera là pour écouter, en tout cas. Ça fait plaisir, quoi. Ah, merci. Ça fait plaisir. Merci. Benjamin Epps, en tout cas, force à toi. Force à vous, les gars. Force à l'émission, force à vous. En Force tout à la cas, radio. On va suivre de près ce que tu fais et tout ça. Yes. Et Yes. on reste connecté. Toujours. C'est important. À très bientôt. Très bientôt. Merci. Ciao.